Dans cette capsule, je vais vous parler de cellules. Alors, la cellule, c'est l'unité élémentaire des êtres vivants, l'unité fonctionnelle, unité structurale des êtres vivants. Alors, l'étude des cellules s'appelle la cytologie, donc cyto, le préfixe cyto désigne cellule, et logie correspond à l'étude. La cytologie est donc bien l'étude des cellules. Alors, en biologie, on distingue deux familles de cellules. Les cellules eucaryotes, donc faisons simple, possèdent un noyau, et les cellules prokaryotes qui ne contiennent pas de noyau. Donc ici, je vous ai représenté une cellule avec un noyau. Il s'agit donc bien d'une cellule eucaryote. Donc, pour faire simple, les cellules prokaryotes sont les cellules que l'on désigne pour les bactéries, et les cellules eucaryotes sont les cellules humaines. Alors nous ne parlerons que de cellules eucaryotes. Les cellules eucaryotes sont délimitées par des membranes plasmiques. À l'intérieur donc de ces cellules, il y a un liquide qui s'appelle le cytoplasme ou cytosol, ou alors on parle aussi de hyaloplasme. Et dans ce cytosol, il y a de nombreuses structures membranaires, comme vous pouvez le voir. Et ces structures membranaires, on les appellera des ultrastructures. Alors souvent, on voit également le terme d'organites cellulaires. Alors ces organites cellulaires jouent un rôle très important. Chacun jouera un rôle important dans la vie de la cellule, et nous allons le voir juste après. Alors comme je vous l'ai dit, les cellules eucaryotes sont délimitées par une membrane plasmique, dont on verra la constitution juste après. Et les cellules possèdent souvent une forme assez déterminée, assez caractéristique, qui est donnée en fait par des fibres qui sont à l'intérieur de la cellule qu'on appellera le cytosquelette. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne parlerons que de cellules eucaryotes. Les cellules eucaryotes sont des cellules qui possèdent donc un noyau. Ce noyau est délimité par une enveloppe nucléaire à l'intérieur donc duquel noyau se trouve un liquide qu'on appellera le nucléoplasme. Ce nucléoplasme donc va contenir le nucléole que vous voyez ici, mais aussi la chromatine étant donc l'ADN décondensé. Alors autour du noyau se trouve le réticulum endoplasmique rugueux ou granaire ou granuleux. En fait, c'est un réticulum, c'est une structure membranaire recouverte de ribosomes qui est spécialisée dans la fabrication des protéines. Alors ces ribosomes peuvent être associés à la membrane, mais ils peuvent être libres également dans la cellule. Alors ces protéines qui sont fabriquées dans le réticulum endoplasmique peuvent être destinées à être exportées de la cellule, voire modifiées. Et ça, c'est le rôle de l'appareil de Golgi qui va donc transformer ces protéines, et ces protéines vont pouvoir être expulsées grâce à des vésicules. La cellule eucaryote possède également une structure membranaire qu'on appelle le lysosome, qui est spécialisé dans la digestion des structures qui sont vieillissantes dans la cellule. Enfin, le réticulum endoplasmique lisse, lui, est impliqué dans la fabrication des lipides. Et pour assurer toutes ces fonctions et survivre, la cellule a besoin d'énergie, et ça, c'est le rôle des mitochondries qui sont présentes dans la cellule. Pour terminer, les cellules sont capables de se diviser, et pour cela, ils mettent en place un système un peu particulier de cytosquelette qui est possible grâce au centriole. Alors le noyau est délimité par une enveloppe nucléaire, et cette enveloppe nucléaire est parsemée d'orifices qu'on appelle les pores nucléaires. Alors ces pores nucléaires sont très importants pour permettre les échanges entre le nucléoplasme, donc entre le noyau, et le cytosol, donc de la cellule. Alors le noyau contient l'ADN, donc support de l'information génétique, et cet ADN est généralement sous la forme plus ou moins condensée à l'intérieur du noyau, sous la forme de chromatine. Les cellules possèdent généralement un seul noyau, mais il existe des exceptions. Si vous prenez le cas des cellules musculaires striées, eh bien elles possèdent plusieurs noyaux. Mais retenez globalement que les cellules eucaryotes possèdent un seul noyau. Alors, dans le noyau se trouve également le nucléole. Le nucléole est une zone particulière, donc au niveau de laquelle aura lieu la synthèse de certains ARN particuliers qu'on appelle les ARN ribosomiques.
Et ces ARN ribosomiques sont très importants pour des processus de traduction, notamment, qui ont lieu dans le cytosol. Et donc ces ARN ribosomiques vont pouvoir sortir par l'intermédiaire des pores nucléaires. Alors parlons maintenant un petit peu de la mitochondrie. Alors, la mitochondrie est un organite qui est délimité par une enveloppe mitochondriale, et on parle aussi de membrane mitochondriale. À l'intérieur de cette mitochondrie se trouvent des crêtes mitochondriales au niveau desquelles se trouvent des complexes moléculaires impliqués dans la fabrication de l'énergie. Je vous rappelle que l'énergie de la cellule, c'est l'ATP. Et donc ces crêtes mitochondriales sont impliquées dans la fabrication de l'ATP. À l'intérieur des mitochondries se trouve la matrice mitochondriale, au niveau de laquelle se déroulent tous les processus chimiques de transformation des nutriments. Donc on parle de métabolisme cellulaire. Alors il existe généralement quelques mitochondries dans les cellules, mais le nombre est très variable selon l'activité des cellules. Plus une cellule aura une activité importante de fabrication, plus elle aura besoin d'énergie, et donc plus elle présentera des mitochondries. Donc comme je vous l'ai dit, à l'intérieur de la mitochondrie se déroulent de nombreux processus métaboliques qu'on appelle le métabolisme énergétique en général, par exemple de la transformation des glucides ou également de la fabrication de certains lipides. Alors le réticulum endoplasmique rugueux est un système membranaire qui est en continuité avec l'enveloppe nucléaire généralement. Alors ce réticulum endoplasmique est impliqué dans la fabrication des protéines. Et ces protéines, en fait, sont fabriquées réellement au niveau du ribosome. La traduction, c'est-à-dire la transformation de l'ARN messager en protéines, se fait au niveau des ribosomes. Mais ces ribosomes peuvent être libres dans la cellule ou peuvent être associés au réticulum endoplasmique rugueux. Alors, la quantité de réticulum endoplasmique rugueux au niveau des cellules est variable également en fonction de l'activité cellulaire, en fonction de l'activité de ces cellules. Plus elles vont fabriquer de protéines qui pourraient être destinées à être exportées de la cellule par exemple, plus elles auront un réticulum endoplasmique rugueux qui sera important. Alors les protéines qui sont fabriquées au niveau du réticulum endoplasmique rugueux sont généralement destinées à être modifiées. Et cette modification est possible à l'intérieur de l'appareil de Golgi. Il existe généralement un appareil de Golgi par cellule et cet appareil de Golgi va avoir plusieurs fonctions. Donc la modification des protéines qui donc proviennent du réticulum endoplasmique rugueux et également un étiquetage qui va permettre aux protéines destinées à être orientées soit à l'extérieur de la cellule, donc par exocytose, donc il y aura fabrication d'une vésicule et cette vésicule sera exocytée. Donc soit une modification des protéines et un étiquetage pour être expulsé de la cellule ou un étiquetage pour pouvoir orienter ces protéines vers d'autres organites. Donc en fait, l'appareil de Golgi va jouer vraiment le rôle de centre de tri de ces protéines, modification et triage des protéines vers l'extérieur ou vers les autres organites. Alors dans chaque cellule, il existe un centriole. Ce centriole est à la base de la mise en place du cytosquelette cellulaire. Le cytosquelette joue un rôle important dans la forme de la cellule. Et ce centriole jouera un rôle important dans la division cellulaire en mettant en place le fuseau mitotique ou méiotique selon la nature de la cellule. Alors toutes les cellules sont délimitées par une membrane plasmique. Cette membrane plasmique constitue une véritable limite, frontière entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire, le cytosol. Cette membrane plasmique est résultant de l'association de différentes molécules. Alors parmi lesquelles la structure majoritaire c'est une structure lipidique constituée de phospholipides. On parle de bicouche phospholipidique.
Alors à l'intérieur de cette bicouche phospholipidique, vous avez parfois d'autres lipides comme le cholestérol qui sont présents et qui sont impliqués dans la fluidité de cette membrane. Alors il ne faut pas imaginer une membrane qui est figée, il faut imaginer une membrane qui est très fluide, à l'intérieur de laquelle se trouveront un certain nombre de protéines qui vont flotter, si on peut dire, à la surface ou à l'intérieur de cette structure membranaire. Ces protéines sont très importantes, elles sont impliquées dans les échanges entre les deux compartiments, entre le milieu extracellulaire et le milieu cytosolique. Ces protéines joueront un rôle important également dans le recueil des informations venant du milieu extérieur et la transmission d'une information à l'intérieur de la cellule. Souvent, à l'extérieur de la cellule, sur des protéines qui sont exposées à l'extérieur de la cellule, se trouveront des glucides qui sont implantés sur ces protéines. Et ces glucides vont jouer également un rôle important dans le signal cellulaire, la réception des informations venant du milieu extérieur. Donc cette membrane plasmique est une bicouche phospholipidique, contenant des protéines et des glucides, et qui joue le rôle de frontière entre l'espace extracellulaire et le cytoplasme. Au niveau de cette membrane phospholipidique aura lieu donc de nombreux échanges entre les deux compartiments, et ces échanges vont passer par l'intermédiaire de protéines. Le réticulum endoplasmique lisse ressemble un petit peu au réticulum endoplasmique rugueux, sauf qu'il n'aura pas de ribosome à la surface de sa membrane. En effet, le réticulum endoplasmique lisse, lui, est impliqué dans la fabrication des lipides membranaires pour le renouvellement de la membrane phospholipidique, par exemple. Alors, pour terminer avec ce chapitre sur les cellules, sachez que les cellules présentent des formes très variables et des fonctions très variables dans l'organisme. Alors, je vais vous donner deux exemples. Si on prend le cas du spermatozoïde, c'est une cellule qui est très allongée, qui présente une structure particulière qu'on appelle le flagelle, qui n'a qu'une seule vocation, c'est d'apporter le contenu de la tête du spermatozoïde, c'est-à-dire le matériel génétique, dans les voies génitales de la femme pour rejoindre l'ovocyte. Donc c'est une cellule qui est totalement adaptée donc à la mobilité grâce à son flagelle. Si on prend le cas d'un neurone, les neurones en fait ont pour vocation de fabriquer un message électrique, de recevoir une information électrique et d'envoyer une information électrique aux cellules voisines. Mais parfois ces cellules voisines sont très loin, très éloignées. Et donc la forme, donc avec des dendrites qui reçoivent l'information électrique, et un axone qui peut être plus ou moins long, eh bien, est totalement adapté à la transmission de l'information électrique entre les cellules, entre les neurones. Alors cet axone, donc, qui conduit le message électrique, est souvent recouvert de myéline, de façon à accélérer l'influx nerveux. Nous en reparlerons un peu plus tard. Donc on voit bien ici que les cellules ont des fonctions totalement différentes et ont des formes qui sont adaptées à leurs fonctions. Pour conclure définitivement avec ce chapitre, sachez que les cellules sont observables par microscopie optique, photonique ou par microscopie électronique.